Salut à tous, alors aujourd'hui on va parler d'Europa Park. Jusqu'à maintenant, je n'avais pas fait beaucoup de vidéos sur ce parc parce que j'avais jamais eu la chance de le tester. Mais du coup là j'ai pu le visiter le 23 août dernier, et je vais vous livrer un petit peu mon avis qui reste subjectif vis-à-vis de ce parc, et je vais m'y prendre en vous donnant les points positifs et les points négatifs que j'ai trouvés. Il faut savoir aussi que le parc a été élu meilleur parc de loisirs du monde pour la 5e fois par les Golden Ticket Awards, qui est une cérémonie organisée par un magazine américain. Et du coup en fin de vidéo je vous dirai si selon moi ce titre est mérité ou pas. Commençons par les points positifs. Je vais être assez franc avec vous pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte de comment peut se passer une journée au sein de ce parc. Lors de ma visite, le parc ouvrait à 9 h au public, ce qui est plutôt une bonne chose. D'ailleurs j'ai été agréablement surpris par les tarifs proposés tout au long de la journée, que ce soit au niveau du parking qui n'était que de 7 €, de la restauration qui était variée selon les thèmes des pays, ou encore du billet d'entrée du parc, qui reste quand même 2 fois moins cher qu'à Disney. Le parc en lui-même est très bien entretenu, il propose une multitude d'attractions et donne vraiment un large choix pour les amateurs de coasters. Et au niveau des coasters justement, il y en a pour tous les goûts, et à ce niveau-là le parc m'a vraiment fait penser à Port Aventura, avec ses excellents coasters Shambhala ou encore Dragon Khan, pour ne citer que. D'ailleurs j'ai trouvé que le Silver Star d'Europa Park était très similaire à Shambhala. Et pour la petite anecdote, le Silver Star était la montagne russe la plus haute d'Europe lors de son ouverture en 2002, avec 73 mètres de hauteur. Mais elle a été détrônée par Shambhala en 2012, avec 76 mètres de hauteur. Le parc m'a également fait penser à Port Aventura au niveau de sa structure, dans le fait qu'il ne soit pas en forme d'étoile comme à Disneyland, mais qu'il soit une sorte de boucle avec une thématisation reprenant les principaux pays d'Europe. À Port Aventura, c'était les pays du monde, avec notamment la Chine, la Polynésie, le Mexique, ou encore la Méditerranée, qui étaient tous très bien représentés. J'avais d'ailleurs eu une petite préférence pour la Polynésie, qui me faisait un petit peu penser à une continuité d'Adventureland, où l'on aurait pu intégrer par exemple une attraction Vaiana. Ou encore la partie western, qui me faisait penser à Frontierland mais en bien plus grand, au niveau de la structure de la ville. Mais bon, on n'est pas là pour parler de Port Aventura, revenons-en à Europa Park et à la thématisation des pays d'Europe qu'il propose. Effectivement, j'avoue qu'à ce niveau-là j'ai été quand même bluffé. L'immersion dans la culture des différents pays était vraiment présente, et j'ai vraiment ressenti le travail qu'il y avait pu avoir derrière pour proposer un tel résultat. Je repense par exemple au land de la Grèce, qui m'a le plus marqué avec ses bâtiments blancs et bleus, on s'y serait vraiment cru. Et ce que j'ai adoré, c'est que chaque pays proposait sa culture. Par exemple, en Italie, on pouvait trouver des pizzas, et en Allemagne, on trouvait des bretzels. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ne proposaient pas que des burgers ultra chers avec une qualité encore moins bonne que ceux proposés au McDo. Ici, la nourriture était variée selon les pays, et les prix étaient abordables et accessibles. Maintenant, j'aimerais parler des attractions aquatiques, car chacune avait une vraie surprise à laquelle on ne s'attendait pas du tout. Après, si vous voulez pas vous faire spoiler sur les attractions, je vous laisse avancer un petit peu dans la vidéo. Bref, par exemple, pour l'attraction Poséidon, au premier abord, on avait vraiment l'impression que l'attraction était seulement une attraction aquatique. Mais en fait, il y avait également une partie sur rail qui était plutôt sensationnelle et inattendue, même si c'était spécifié dans le descriptif de l'attraction. Moi je l'avais pas forcément lu, du coup j'ai été surpris. Ou encore les rapides du Tyrol, qui nous font découvrir un super décor dans une mine, alors que pareil, au premier abord, on pouvait pas forcément s'en rendre compte de l'extérieur si c'était la première fois qu'on le faisait. Mais le gros coup de cœur que j'ai eu, c'était pour Atlantica Super Splash. Je m'attendais vraiment pas à faire une première descente à l'envers. Bon, ce que j'essaye de dire par là, c'est que chacune des attractions a son lot de surprises, auxquelles on ne peut pas forcément s'attendre en les voyant de l'extérieur. Il va y en avoir qui vont paraître très sensationnels vu de l'extérieur, comme par exemple Arthur et les Minimoys, qui en fait est ultra fluide et sans grosse sensation. Mais il va aussi y en avoir qui ne payent vraiment pas de mine vu d'extérieur, comme le Cancan Coaster du Moulin Rouge, et qui en fait de l'intérieur sont un petit peu un remake du Space Mountain, mais sans looping. Donc je peux vous dire que la première fois ça fait drôle. Après c'est vrai que pour les habitués du parc, ce que je suis en train de dire ça peut peut-être vous faire rire, mais pour quelqu'un qui y va pour la première fois, c'est vraiment bien fait parce qu'on est toujours surpris du coup. D'ailleurs vu que j'ai évoqué Arthur et les Minimoys, je vais un petit peu en parler. C'est sûr que j'ai trouvé que c'était un excellent dark ride familial qui a été vraiment bien conçu. Et la thématisation tout autour est presque aussi bien que ce qu'on peut trouver chez Disney, même si j'avoue que à ce niveau-là, les parcs Disney sont imbattables avec les parcs Universal. Donc je pense que c'est Luc Besson qui est derrière, il y a vraiment un super travail qui a été fait. Dans les points positifs, je voulais également évoquer les temps d'attente qui m'ont vraiment surpris. J'y suis allé une journée ensoleillée du mois d'août, donc en général c'est l'un des mois de l'année avec la plus grosse affluence, et au final, je n'ai pas attendu plus d'une demi-heure. Oui, j'ai bien dit une demi-heure. Le parc propose comme chez Disney, des systèmes de fast-pass pour revenir plus tard à une attraction. J'ai aussi utilisé plusieurs fois la file d'attente Single Rider pour aller un petit peu plus vite. Donc là-dessus franchement c'est vraiment un énorme bon point. J'ai regardé un petit peu les temps d'attente sur l'attraction, et il y avait 1 heure d'attente grand maximum aux attractions. La moyenne était de 20-30 minutes, donc avoir ça en plein été, c'est vraiment cool. Pourtant il y avait beaucoup de monde dans le parc. Donc je trouve qu'au niveau des temps d'attente, ils ont vraiment réussi à bien gérer, par rapport à Disney, où dans ces périodes-là on est plutôt à 2 heures d'attente, sur des attractions telles que le train de la mine, Crush Coaster ou encore la Tour de la Terreur.
En gros, avec le même temps, vous pourrez faire bien plus d'attractions à Europa Park qu'à Disney. Sachant aussi que toutes les attractions du style Maison Hantée, Madame Freudenreich, ou encore une espèce de Buzz l'éclair où on peut tirer sur des cibles, il n'y avait aucune attente, mais vraiment aucune. Et ça m'a vraiment, mais vraiment surpris. Moi qui suis habitué à Disney, là pour le coup c'était vraiment génial. J'aimerais aussi parler de la maintenance des attractions. Lors de ma journée sur le parc, je n'ai eu aucune fermeture d'attraction liée à un problème technique, comme on peut souvent le voir à Disney. Les attractions n'ont pas été interrompues et ont tourné en continu. Après, bien sûr, c'est possible que ça arrive comme partout, mais je n'ai pas pu le constater, et franchement, tant mieux. Je voulais aussi vous parler du Voletarium. C'est également une attraction qui m'a vraiment surpris. C'est en fait un simulateur où on a l'impression de voler au-dessus des 4 coins d'Europe, mais c'est vraiment super immersif, grâce à l'immense écran qui est juste devant nous. Faut savoir aussi que c'est le plus grand flying theater d'Europe, et la sensation de vol est impressionnante, et aussi pour ceux qui ont du mal à voir le type d'attraction, ça fait un petit peu penser à un Soarin' chez Disney, ou encore à l'extraordinaire voyage du Futuroscope. Concernant les records d'Europe, il y a également le plus grand looping d'Europe avec le coaster Blue Fire, qui est également génial et très fluide. J'aimerais aussi noter que dans quelques coasters, on a le droit à une petite partie Dark Ride au début, qui pour le coup était vraiment appréciable. Quand je dis ça, je pense à Euromir ou encore Blue Fire. Pour conclure avec les points positifs, j'aimerais noter les nombreux artistes de rue qui étaient présents pour rendre la visite encore plus agréable. Les trompettistes étaient excellents et il y avait également beaucoup d'échassiers. Bon, maintenant que je vous ai donné tous les points positifs du parc, selon moi, il est temps de passer aux points négatifs. Je rappelle que c'est mon avis propre et que cette vidéo est totalement subjective. Vous pourrez d'ailleurs me donner votre propre avis en commentaire pour que je puisse savoir si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Et si vous avez des choses à rajouter, n'hésitez surtout pas. Donc pour les points négatifs, j'ai trouvé justement qu'il n'y avait pas assez de licences dans le parc. Je pense que dans un parc, il faut un juste milieu entre les attractions avec et sans licence. Et ici, malheureusement, j'ai trouvé qu'il n'y en avait pas assez, ce qui forcément impacte le merchandising, qui se retrouve du coup un peu pauvre. Alors bien sûr, il y a Arthur et les Minimoys, qui est une bonne licence, mais j'aurais aimé voir un peu plus d'attractions de ce style. Pareil pour la mascotte du parc, qui est une souris que personnellement je ne connais pas du tout. Par exemple, à PortAventura, la mascotte c'est Woody Woodpecker, et je trouve que c'est déjà un peu plus sympa. Je rappelle une nouvelle fois que mes propos sont très subjectifs. Ensuite, j'ai vraiment été déçu de l'attraction La Maison Hantée. Je pense que vous le voyez venir, j'avais limite envie de sortir de l'attraction tellement que c'était honteux. Franchement, comment un parc de cette envergure peut se permettre de plagier à ce point le concept des Haunted Mansion? La stretch room avec les tableaux qui s'étirent est un copier-coller du pauvre. Franchement, j'ai trouvé ça de mauvais goût. Il y avait même un pendu qui tombait vulgairement du plafond. Ensuite, au niveau du ride, où on est dans des doom buggy très similaires à ce qu'on peut trouver chez la souris concurrente, pour partir dans une sorte de train fantôme des années 80. Il y a eu également une salle de bal avec des audio animatronics pas très réalistes et un petit peu glauques. Il y avait également les 3 têtes blanches qui chantaient. Donc j'ai trouvé que l'attraction était très glauque et pour moi c'était vraiment un mauvais plagiat. Et pour mieux comprendre mon sentiment de dégoût vis-à-vis de cette attraction, je vous invite à voir ma vidéo que j'ai sortie juste avant celle-ci, qui s'intitule « Pourquoi Phantom Manor est-il le meilleur manoir Disney du monde ?» Vous verrez la différence au niveau de l'immersion, de la storyline et du soin apporté. Et franchement, il y a vraiment un gros écart entre ces deux attractions. On continue rapidement sur les petits plagiats, avec un train de la mine auquel j'ai trouvé que le tour était trop rapide, et enfin, la copie de la boule de Spaceship Earth d'Epcot au Walt Disney World Resort de Floride. Autre petit point négatif, le parc ferme assez tôt et il n'y a pas de spectacle nocturne. Je trouve ça dommage parce que ça permet quand même de finir la journée en beauté. Bon, après moi quand j'y suis allé, le parc fermait à 18 h, mais ils ont prolongé jusqu'à 20 h, donc j'ai quand même pu faire 4 ou 5 attractions en plus, ce qui est non négligeable. J'ai trouvé aussi qu'il n'y avait pas assez d'aventures comme celle que propose Arthur et les Minimoys. C'est vrai que moi j'aime beaucoup les attractions qui mélangent immersion et sensation. Et enfin, pour finir sur les points négatifs, j'aimerais parler des audio animatronics, qui n'étaient pas assez réalistes pour la plupart. C'est vrai qu'étant habitué à Disney et ses audio animatronics qui font plus vrai que nature, j'ai été un petit peu déçu sur ce point. Je pense notamment à la file d'attente de Matterhorn. Donc ouais, je crois que c'était celle-là dans laquelle on voyait un vieil homme qui se levait de son lit. On aurait limite dit un film d'horreur, et ça faisait plus peur que la maison hantée en elle-même, qui elle pour le coup était une vulgaire blague. Bref, j'ai un petit peu fait le tour des points négatifs, certains ne seront pas d'accord avec moi et je vous invite fortement à me donner votre point de vue dans les commentaires. Après, il faut savoir aussi qu'Europa Park va ouvrir dès le mois de novembre un immense parc aquatique couvert nommé Rulantica. Et je pense que c'est une vraie plus-value pour le complexe, et j'ai d'ailleurs fait une vidéo il y a quelques mois pour en parler. Bref, pour conclure avec Europa Park, je pense que c'est un excellent parc à thème, et pour moi, il figure sans surprise parmi les meilleurs parcs européens. Que ce soit dans les tarifs qui sont très abordables, le temps d'attente, la thématisation des pays, les animations de rue, la variété des coasters et des restaurants, et aussi le fait que la quasi-totalité des employés parlent français et allemand. Sachant que le parc est en Allemagne, même si c'est vrai qu'il est à la frontière française. Le parc a quand même quelques faiblesses concernant le savoir-faire des audio animatronics, les horaires d'ouverture qui pourraient être un peu plus larges, un spectacle nocturne, et enfin quelques petits plagiats qui m'ont un petit peu dérangé, surtout pour leur maison hantée.
Et enfin, pour répondre à la question du titre, je pense qu'effectivement le parc peut être perçu comme le meilleur parc d'Europe si l'on parle de coaster, même si pour moi PortAventura est également excellent. Mais par contre, si l'on parle de Dark Ride et de Storyline, pour moi Disneyland Paris est inégalable. Donc du coup je ne pense pas que ce soit le meilleur parc du monde, mais en tout cas c'est vrai qu'il peut en faire partie. Pour moi, le meilleur parc du monde serait soit Tokyo DisneySea, qui est tout simplement magnifique, ou alors Disney's Animal Kingdom en Floride, qui contient le land Avatar World of Pandora. Les parcs Universal pourraient également mériter ce titre, car pour moi, ils sont parmi les meilleurs au monde en termes d'effets spéciaux et de moyens utilisés. Donc voilà, cette vidéo aura été un petit peu longue, mais ça me tenait vraiment à cœur de vous partager mon retour à chaud sur le parc, qui est considéré comme l'un des meilleurs parcs au monde. Je vous invite fortement à partager également votre retour d'expérience sur le parc, si vous y êtes déjà allé, ou dites-moi en commentaire si vous aimeriez bien aller suite à cette vidéo. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un gros pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner et activer la petite clochette. Quant à nous, on se retrouve dans de prochaines vidéos. Restez connectés et à bientôt.